15h35 dans quelques petites secondes sur Radio J. De retour. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invité aujourd'hui Michel Boujna. Et vous le savez, tous les jours, du lundi au mercredi, nos chroniqueurs préparent une demi-heure à l'image de notre invité. Parmi eux, Christophe Barbier, notre homme de théâtre pour fouler les scènes que vous aimez ou vous faire découvrir des choses qui vous ressemblent. Radio J. Oh, je suis furieuse de vous connaître, vous savez. Oh oui, le papa de la vilaine qui va me voler mon grand-fils. La vilaine. On embrasse maman, mamie. Bonjour Christophe Barbier. Alors la première bonjour, question, bonjour. La première question avec vous qui êtes un amoureux de Molière, il faut le dire. Est-ce que l'Avare a été un succès lors de sa création ? Eh bien non, c'est un succès pour la postérité, mais ça a été un échec à sa création incroyable. C'est l'une des œuvres les plus populaires de Molière aujourd'hui. Eh bien, elle a connu un démarrage en 2020. 9 représentations seulement lors de sa création, le 9 septembre 1668. Alors, à l'époque, quelques dizaines de représentations, c'était un triomphe. Le Cid, c'est quelques dizaines de représentations seulement en 1636. Mais 9, c'est vraiment un échec. Le public ne voit pas d'intérêt à une pièce qui dure 5 actes, alors qu'elle est en prose. 5 actes en vers, oui, mais 5 actes en prose, non. Ensuite, tout le monde déteste les avares, personne ne les défend, donc il n'y a pas de scandale, on ne proteste pas contre la pièce, et c'est le scandale qui fait le succès de la pièce. Et puis enfin, personne ne reconnaît un avare célèbre derrière Harpagon. On cherche quel aristocrate, quel courtisan, quel religieux ça pourrait être, on ne trouve pas, et donc c'est un peu décevant. Et pourtant aujourd'hui, c'est un succès énorme, l'avare, tout le monde le connaît, et même le nom Harpagon est devenu quasiment un nom commun. On dit c'est un Harpagon pour un avare, Harpagon partage ça avec Don Juan et Tartuffe. Est-ce que Molière a connu d'autres échecs, d'autres fours, comme on dit, Christophe ? Oui, il a eu son lot d'échecs. Par exemple, Don Garci de Navarre, en 1661, alors qu'il ouvre une salle totalement neuve au Palais Royal, un nouveau théâtre. C'est une comédie héroïque, un peu à la manière de Corneille, qui déçoit. 7 représentations. En 1667, le Sicilien, avec pourtant une musique de Lully, qui est applaudie. Le Sicilien, c'est la recette la plus faible jamais réalisée par la création d'une pièce de Molière. Et même les fourberies de Scapin. Vous vous rendez compte, les fourberies de Scapin que tout le monde étudie au collège, quand elles sont créées le 24 mai 1671, c'est aussi un échec. 18 représentations seulement, avec des recettes qui baissent très vite. Alors c'est vrai que la critique n'est pas bonne. 2 ans plus tard, Boileau écrira dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais pas l'auteur du misanthrope. La pièce Les fourberies de Scapin ne connaîtra le succès qu'après la mort de Molière. Entre 1673 et 1715, la mort de Louis XIV, on va jouer 197 fois les fourberies de Scapin, découverte tardive. Et Don Juan, alors, on se pose la question, succès ou échec ? Les deux, Cyrielle. Quand la pièce est créée, le 15 février 1665, elle s'appelle Le Festin de Pierre ou L'athée foudroyé, c'est un triomphe. La recette dépasse même le record de l'école des femmes établi en 1663. Ça monte encore pendant les jours qui suivent. Après, il y a le carême. Donc, on arrête les théâtres, on ferme les théâtres. Et puis, curieusement, on ne reprend pas la pièce. 15 représentations seulement, Molière s'en détourne. Alors, c'est vrai que les religieux se sont déchaînés. Il a dû retirer la scène du pauvre qui faisait scandale. Mais on ne comprend pas pourquoi Molière ne s'est pas battu plus pour cette pièce qui ne sera plus jouée de son vivant. On la redécouvrira au 19e siècle dans sa version originale. Après la mort de Molière, c'est une version édulcorée, réécrite par le frère de Corneille, Thomas Corneille, en vers, qui va être jouée. Comme si Molière, qui avait un peu imité une pièce espagnole, comme si Molière s'en était détourné. Étrange, non ? Étrange, bien sûr, mais alors une question, les grands succès de Molière, de son vivant, quand même, une note positive. Oui, il y en a eu quand même, il y en a eu beaucoup. Le 18 novembre 1759, il représente une petite comédie, Les Précieuses Ridicules, où il joue le rôle de Mascarille. Et c'est un triomphe. Tout le monde se moque de ses précieuses, mais aussi de ses valets. Ça lance complètement Molière, qui est arrivé à Paris depuis un peu plus d'1 an. En 1661, il est invité au château de Vaux-le-Vicomte par Fouquet pour jouer devant le roi Les Fâcheux, c'est-à-dire une galerie de raseurs, une galerie de personnages ennuyeux. Le roi adore. Il lui fait même remarquer qu'il en a oublié un noble qui raconte des histoires de chasse qui ennuient tout le monde. Molière va écrire la scène supplémentaire à la demande de Louis XIV et ça restera un succès mondain, mais aussi un succès populaire à partir du mois de septembre. La pièce est jouée non plus devant la cour, mais devant le tout public, avec des ballets, des violons, de la musique, avec des feux d'artifice, des jeux d'eau, et c'est un grand succès aussi. 1669, dans le même style, Monsieur de Pourceaugnac, un succès, Le Misanthrope, un succès, L'École des femmes, un succès, Le Bourgeois gentilhomme, un succès, vous voyez, il y en a beaucoup. Mais le grand triomphe, c'est le Tartuffe. Oh, triomphe difficile. En mai 64, création du Tartuffe,
le Tartuffe n'est pas fini, immédiatement interdit. Pendant 5 ans, Molière va se battre pour que sa pièce passe par-dessus la censure. En février 69, le roi a réglé ses problèmes de religion avec les jansénistes. Il autorise la pièce le 5 février. Record de recettes pour le Tartuffe. 2860 livres le premier soir. Une livre, c'est l'équivalent de 11 €. Vous voyez, on est à près de 30 000 € de recettes. Ça ferait rêver un directeur de théâtre actuel et ça va être le record tout au long de l'exploitation de cette pièce. Le Tartuffe, la plus grande bataille de Molière, la plus grande peur de Molière, qui aurait pu être vraiment censurée définitivement, le plus grand triomphe de Molière. Merci beaucoup Christophe Barbier. Une petite réaction de vous, Michel Boujna. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça ? J'adore. Eh ben voilà. J'adore quand Monsieur Barbier parle de tout ça. Et ben voilà, on adore. Je suis bien d'accord et je rappelle, Christophe, que vous avez écrit Le Monde selon Molière aux éditions Talendier, qu'on peut vous retrouver également au théâtre pour Élysée au Petit Montparnasse. À la semaine prochaine, à lundi, comme on dit. Allez tout de Avec suite. plaisir. Avec joie, c'est la chronique émotion de Jérôme Goulon. Vous écoutez Radio J. On oublie toujours. Bonjour Jérôme Goulon. Bonjour, Cyrielle. Comment ça va ? Il y a le petit Bonjour, bête Michel. Paramount qui doit débarquer. Alors aujourd'hui, vous avez préparé une chronique aux petits oignons. Hein. Oui, Michel Boujna, c'est le moment de la culture chronique émotion. On va rentrer dans votre univers et on va parler d'artistes que vous aimez et dont les œuvres ont parfois des similitudes avec vous ou votre parcours, avec en filigrane une notion qui vous est chère, celle de la famille. Vous avez en effet déclaré la famille, c'est l'endroit le plus emblématique et avec qui on peut parler de tout, depuis Antigone jusqu'à aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ici, Michel, nous sommes en famille et on parle de vous à travers vos goûts personnels. On va commencer en musique avec un artiste que vous appréciez particulièrement, je crois bien. Cet artiste, c'est Jacques Brel. Et une chanson vous berce depuis des décennies. Cette chanson, c'est La Quête et on écoute un petit extrait. Dans quelques secondes, quand il va démarrer, poursuivons. Alors, La Quête, il y a un petit bug. Il y a un petit bug, c'est pas grave. La Quête, Michel Boujna, c'est une chanson sortie en 1968 et qui semble avoir une place particulière dans votre cœur, puisque depuis des années, quand on vous demande quelle chanson vous aimez, vous répondez souvent La Quête. Alors, La Quête, il y a des ressemblances avec vous et cette chanson. L'accomplissement de son rêve personnel, malgré les obstacles et les difficultés, c'est justement le sens de la chanson La Quête de Jacques Brel qui vous colle si bien. On le voit dans les paroles de Brel. Brel, il chante partir où personne ne part. Autrement dit, c'est en sortant des sentiers battus qu'on trouve sa voix. Ce que vous avez fait. Brel chante porter le chagrin des départs. C'est exactement ce que vous avez dû faire en arrivant en France à l'âge de 11 ans. Changer de pays, c'est loin d'être facile. Hein. Vous avez beaucoup souffert de votre départ de Tunisie, il me semble, et l'adaptation en France n'a pas été simple. Et puis Brel, il chante « Lutter toujours, sans question, ni repos, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile ». Quel est le message envoyé par ces mots de Brel ? Qu'on peut avoir des faiblesses, des obstacles qui se dressent devant vous, mais si vous luttez, vous y arrivez. Tout comme vous, à l'école, vous n'étiez pas très bon à l'écrit, et même écrit dans votre bio que vous étiez nul à l'écrit, mais formidable à l'oral. Vous étiez parfois moqué, votre accent vous a joué aussi des tours. Vous avez lutté, votre inaccessible étoile, vous l'avez finalement atteinte, même si, là on parle professionnellement parlant, parce que vous avez déclaré une phrase tout à l'heure qui m'a interloqué, vous avez dit « j'ai réussi ma vie professionnelle, mais je n'ai pas vécu ». Donc vous avez atteint votre inaccessible étoile, en tout cas, professionnellement parlant. Donc on le voit, La Quête de Jacques Brel, c'est une chanson qui aurait pu être écrite pour vous, et on comprend qu'elle vous touche. On va parler d'une autre artiste que vous aimez aussi particulièrement, je crois bien. Cet artiste, c'est Barbara. Alors, on aurait pu choisir d'écouter L'Aigle Noir ou Ma plus belle histoire d'amour, mais c'est une autre chanson que j'ai choisie et je vais vous expliquer pourquoi. Cette chanson, c'est Nantes, hein, une chanson sortie en 1964, qu'on écoute en fond sonore. Alors, Nantes, ce n'est pas la chanson la plus connue de Barbara, mais c'est sans doute pour elle l'une des plus importantes. Cette chanson, elle parle en effet de sa famille et plus précisément de son père. Alors Michel, on sait que pour vous, la famille, ça passe avant tout, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, dans votre emploi du temps, il y a quelque chose auquel on ne touche pas, c'est le temps consacré aux enfants. On sait aussi tout l'attachement que vous portez à votre maman, hein, qui nous écoute sûrement, et si elle nous écoute, on l'embrasse. Vous comprendrez donc pourquoi cette chanson était l'une des plus importantes pour Barbara. Pourquoi ? Cette chanson de Barbara, elle montre en effet la force des liens familiaux. Même si ces liens peuvent parfois sembler brisés définitivement après les pires épreuves qu'on puisse subir. On le rappelle, Barbara avait été victime d'inceste de la part de son père, elle n'avait que 10 ans et demi. Cet inceste avait été symbolisé par sa chanson L'Aigle Noir. Alors on aurait pu penser qu'elle n'aurait plus jamais voulu voir son père, qu'elle ne lui pardonnerait jamais, mais en fait, qu'on le comprenne ou pas, c'est tout le contraire, hein, puisque dans la chanson Nantes, Barbara parle du décès de son père et exprime son regret de ne pas avoir eu l'occasion de lui dire au revoir, de lui avoir dit « je t'aime », de lui avoir dit
qu'elle lui avait pardonné. Alors petit flashback, pour comprendre cette chanson, en 1959, Barbara, elle apprend que son père, qui était parti 10 ans auparavant sans laisser de nouvelles, rongé par le remords de ce qu'il lui avait fait subir, son père est en train de mourir. Barbara, elle se rend à l'hôpital de Nantes. Oui, mais voilà, elle arrive trop tard. Alors on aurait pensé, je viens de le dire, qu'elle aurait peut-être voulu le blâmer une dernière fois. Eh bien, pas du tout. Elle a même déclaré dans ses mémoires inachevés, publiés en 1998, « J'oublie tout le mal qu'il m'a fait et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté, « Je te pardonne ». Tu peux dormir tranquille, je m'en suis sorti puisque je chante. Des mots de Barbara assez incroyables, que certains ne comprendront sans doute pas, puisque certains jugeront qu'elle ne pouvait pas pardonner. Elle voulait le pardonner, elle l'a même dit publiquement. Mais des mots qui montrent la puissance donc des liens familiaux qui peuvent résister aux pires horreurs de la vie. Alors petite question pour vous, Michel, puisque vous dites que la famille est le seul endroit où l'on peut parler de tout. À sa famille, est-ce qu'on peut tout pardonner ? Oui. On dit qu'on choisit pas sa famille, on choisit que ses amis, mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas qui c'est. Moi, oui, même avec difficulté parfois, mais oui, je pense. Pour moi, oui. C'est un vrai sujet. Alors on poursuit ce voyage dans votre univers musical avec l'un de vos artistes préférés, Georges Brassens. On écoute un extrait d'une chanson que j'ai choisie. Cette chanson, c'est l'orage. Une chanson très forte de Georges Brassens, de Georges Brassens, pardon. Oui. Cette chanson, elle ressemble un peu à la quête de Jacques Brel, puisqu'elle signifie que pour trouver le bonheur ou son inaccessible étoile, il faut parfois surmonter les tempêtes, lutter, savoir aussi aller le chercher, ce bonheur, là où on ne l'attend pas. Alors les paroles illustrent très bien, puisque Brassens écrit « Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, au ciel d'orage. » Alors des mots qui pourraient... J'adore cette chanson. Des mots qui pourraient, Michel, s'appliquer là encore à votre parcours. Je ne sais pas si c'est pour ça que vous aimez cette chanson, puisque votre arrivée en France, vous l'avez vécue comme un orage. Mais c'est en France que vous êtes devenu ce que vous êtes et que vous avez créé vos deux familles, la famille de ceux qui vous suivent et vous aiment depuis 30 ans, et puis votre propre famille, vos enfants. Alors pour revenir à la chanson de Brassens, l'orage, ça raconte l'histoire d'un homme qui n'a rien demandé et à qui le ciel vient faire un cadeau. En effet, un soir d'orage, une femme mariée vient se réfugier chez lui, et là c'est le coup de foudre. Pour l'homme, le jour de pluie devient un grand soleil, oui, mais voilà, le cadeau se transforme en désillusion. Une fois partie, la femme ne reviendra jamais, laissant à l'homme un double sentiment, la joie d'avoir inconnu un véritable amour, mais la peine que cet amour soit éphémère. Alors cet homme, il a atteint son inaccessible étoile, mais cette étoile, elle est filante. La vôtre d'étoile, Michel, elle dure depuis des décennies, même si à certains moments, vous avez eu l'impression de ne pas avoir été reconnu par vos pairs à votre juste valeur. Vous le disiez tout à l'heure, vous étiez un peu le juif tunisien de service. En tout cas, l'une des morales de cette chanson, c'est le bonheur est parfois éphémère. Et ça nous renvoie là encore à une notion qui vous est chère. Toujours éphémère. Il est toujours éphémère. Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas éphémère, c'est la famille, d'où l'importance des liens sacrés de la famille. Alors, point commun entre vous et Brassens, ces chansons, comme vos sketchs, derrière une apparence parfois légère, sont souvent pleines de sens. Brassens déclarait « Une chanson ne doit pas être faite pour être écoutée, mais pour être réécoutée ». Un peu comme vos sketchs, Michel, qui eux aussi racontent une histoire, même si elle est parfois fictive. Des sketchs qui sont faits pour être réécoutés. D'ailleurs, vous revendiquez être fidèle depuis plus de 30 ans à vos personnages. Vous avez déclaré « Je ne saurais plus où aller si j'oublie d'où je viens ». Et puis pour terminer... Oui, on a le temps de terminer avec un autre... Dans ce voyage, dans votre univers musical, j'ai choisi un autre artiste. Alors vous nous le dites, vous avez des goûts très éclectiques. Mais je vais choisir de m'arrêter sur un autre artiste que vous aimez et que vous avez côtoyé. Cet artiste, c'est Michel Berger. Il existe d'ailleurs une photo mythique prise dans votre loge en 1985. Que vous avez... Michel, on vous voit dans un magnifique peignoir rouge aux côtés de Daniel Balavoine, France Gall et donc Michel Berger. A priori, cette photo date de 1985, si mes sources sont bonnes. On l'a sous les yeux, il est important de rappeler aux auditeurs ce qu'on est en train de faire. Et oui, on la mettra sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Alors, en souvenir donc de cette chanson, j'ai choisi, de cette photo, pardon, j'ai choisi une chanson que Michel Berger et France Gall ont chantée en duo. Cette chanson, c'est un extrait de Laissez passer les rêves. Alors cette chanson, Laissez passer les rêves, ce n'est pas la plus populaire de Michel Berger et de France Gall, mais ce titre, Laissez passer les rêves, c'est un titre qui vous parle, Michel, puisque vous avez un jour déclaré « Il y a des rêves qu'il ne faut jamais réaliser, comme ça, quand on se couche le soir, on les a encore. » Michel Berger, un artiste mythique qui a marqué les Français tant par son talent que par son destin tragique.
tragique. Un destin qui a été tragique bien avant qu'il ne devienne célèbre. On ne le sait pas forcément. On parlait des liens familiaux qui sont le filigrane de cette chronique, Michel. Des liens familiaux qui peuvent être le ciment ou la déchirure d'une vie. On l'a dit tout à l'heure, Barbara avait pardonné à son père. Michel Berger, lui, n'a jamais accordé le pardon à son papa. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quand Michel Berger avait 5 ans, son père, Jean Burger, si je prononce bien, un grand chirurgien, un chirurgien très réputé, s'est fait opérer. Oui, mais voilà, il a refusé l'anesthésie pour contrôler l'opération. Sauf que ça a entraîné un incident qui lui a fait perdre la mémoire. Résultat, il ne reconnaissait plus sa femme ni ses enfants, et les a abandonnés du jour au lendemain. Michel Berger avait alors 8 ans. Michel Berger, il a été traumatisé par cet épisode. Il a décidé de changer de nom, puisqu'il n'a jamais pardonné à son père. Alors c'est vrai que quand on voit ce genre de destin, on se dit que vous avez bien raison d'accorder une telle importance à la famille. Barbara n'a pas eu l'occasion de pardonner à son père. Michel Berger n'a jamais pardonné à son père. Vous, la famille, c'est quelque chose de très important. On sait aussi que vous aimez particulièrement vos enfants, votre maman. Alors je terminerai juste ma petite chronique en la remerciant. Si elle nous écoute, merci à vous, madame, de nous avoir donné ce fils, Michel. Bravo Jérôme Goulon. C'était une chronique très émouvante, tout en émotion, qui parlait de famille, bien sûr, puisque vous nous aviez confié ça, Michel. Allez, tout de suite, on va passer à une chronique sympa dans quelques secondes sur Radio J. Radio J. Comment vous avez fait dans l'emplissement pour grossir comme ça? C'est pas difficile. Regardez, il y a 30 litres d'huile dans la poêle. Il y a plus d'huile que de poêle. Vous attaquez le miel. Pour elle, c'est normal, tout ça, c'est normal. Alors Michel, sachez que de manière générale, ce petit indicatif, comme on appelle ça, qu'on vient de passer, ce petit jingle, il est récurrent dans cette émission parce qu'on va passer à la chronique gastronomie. Mais d'abord, j'avais envie de revenir quelques petites secondes sur ce fou rire un peu mémorable où vous parliez de la brique, la brique au thon, voilà, la brique à la tunisienne. Dites-nous franchement, vous saviez quand même à l'époque comment on faisait une brique tunisienne? Bien sûr, mais la situation, elle était tellement drôle que ça m'est venu comme ça, et c'est vrai que ce passage à la télévision, c'est un truc de dingue. C'est un moment culte. C'était en 94. C'est invraisemblable. Vous savez que il y a 6 ans, 5 ans, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait une tournée bidon. Il n'y a pas d'autre. Non, parce que le type il te téléphone, il fait. Ouais, je voudrais vous organiser une tournée de votre spectacle aux États-Unis. Donc vous dites oui. On a très envie de vous voir. D'abord, je dis non. Qu'est-ce que je vais aller aux États-Unis, moi? Et c'est pour rien. Finalement, on dit on va. Comme ça me donne l'occasion de voyager un peu, de voir du monde. Ouais, et tout. du pays. Et en fait, c'est bidon parce qu'on ne joue que devant des Français. Donc c'est pas du tout une tournée aux États-Unis, c'est une tournée chez les expats. Bon, et pourquoi je raconte ça, moi? Je sais pas, vous nous racontez ça parce que je pense que aux États-Unis, on a dû vous reconnaître sans doute par rapport à ce matin bonheur. Et alors, lors d'un ah non, mais c'est pas ça. C'est qu'il y a il y a une autre fois, je suis allé aux États-Unis parce qu'il y a un fou furieux qui m'aime beaucoup, qui est américano-français et qui a fait une journée entière dans un festival de cinéma. Une journée entière consacrée à Michel Boujna. Donc il a projeté un spectacle, tous les films dans lesquels j'ai joué, les films que j'ai écrits, enfin bon, un malade. Et résultat, il y a eu un débat. Et à la fin de la journée, question-réponse. Et à la fin, dans le débat, il y a un type qui a levé la main, il m'a fait mourir de rire, il m'a parlé de ça et que de ça. J'avais l'impression que toute ma vie était résumée. Que votre carrière était résumée à cette séquence. Ouais, un litre d'huile, c'est tout. C'est tout. J'étais un litre d'huile. Ouais, c'est tout ce que j'étais. Qu'est-ce qui m'a fait rire? Écoutez, c'est en tout cas une très belle anecdote. Et puis justement, on va voir aujourd'hui, on va parler d'une autre marmite, celle de Jérém Rache, qui a priori a été inspirée par vous gustativement aujourd'hui. C'est à vous, Jérém. Allez, on y va. Bonjour Sayel, bonjour Michel, déjà. Oui, bonjour. Michel, pour vous, j'ai pensé, alors attention pour la prononciation, je sais, Gnaouia. Ganaouia. Alors, ça s'écrit des deux manières, en fait. Vous êtes tunisienne, vous? Moi, non. D'adoption. En fait, moi, je suis marocaine-algérienne, mais je pense que j'aurais dû être tunisienne. Voilà. Donc, je connais la ganaouia, c'est excellent. Vous êtes mariée avec un Tunisien? Non, pas du tout. Mais ça se mangeait à la corniche, excellent.
On a des origines très éloignées, mais très très éloignées. Dis-nous tout, Cyrielle. Non, mais on va pas parler de moi. Non, Allez, allons-y. elle connaît bien la Ganawi. Oui, j'adore Vous ça. avez vu comme c'est amusant quand c'est l'invité qui pose des questions. Exactement, Oui, c'est je trouve ça vachement perturbant. plus drôle d'ailleurs. Vous avez vu comment elle était gênée ou pas? Carrément. Alors la Ganawiya, traditionnellement, j'ai lu que ça se faisait avec du chevreau, mais c'est quand même assez compliqué à faire. Non, pas chez nous. Hein. Alors traditionnellement c'est avec du chevreau, mais après on peut remplacer par du poulet, de l'agneau et tout ça. Vous l'aimez Alors, à quoi, vous, Michel? À la viande. À la viande. viande. Au bœuf, l'agneau, je pense. À l'agneau, même au bœuf. Le plus important, c'est le fruit. C'est la Ganawiya. Oui, c'est la Ganawiya. Alors, moi, c'est vrai que quand j'ai regardé un petit peu la recette, je vous avoue que ça m'a fait penser à un ragoût, quoi. Mais c'est un ragoût. C'est un ragoût, c'est clairement un ragoût. En gros, on vide un peu le frigo, on prend tous les restes de la semaine, on fout tout ça dans une grosse marmite, on peut y rajouter 30 litres d'huile si vous voulez, on fait mijoter à feu doux et quand c'est prêt, on mange. Oui. En gros. Ouais, et c'est toute ça. la cuisine populaire, elle est là-dessus. Mais carrément. Il y a un truc extraordinaire que ma mère faisait et que les Italiens de Tunis faisaient, qu'on appelle la forme de pâte. En italien, ils disaient la fourma, qui est un truc vraiment, c'est un plat du pauvre. Mais c'est clairement moi, ça. j'adore cette cuisine parce que elle est c'est ma riche, mère, c'est ma grand-mère, c'est mes histoires, c'est mes racines, même si aujourd'hui j'évite trop, de temps en temps je vais chez Douyeb ou j'adore ces endroits. La boule rouge, vous y étiez hier midi, il me semble, avec Rado Mikhaileanu. Oui, on sait des choses. Et vous prononcez très bien son nom. Oui, alors tout le monde me le dit. Oui, on je l'a vais lui reçu, dire. il était à votre place. Oui, Il je le vais sait, lui dire, il le sait. On il a un était projet avec lui. ensemble. Et ben voilà. C'est pour ça qu'on était ensemble là-bas. Enfin, c'est pas seulement pour ça, on s'aime beaucoup. Mais oui, il y a la boule rouge, il y a chez Douyeb, il y a différents endroits. J'adore chez Douyeb parce que c'est pas chez Nini, c'est très classe, machin, tout ça. Le rendez-vous, tout ça. La bonne franquette, c'est chez Mais Douyeb. Douyeb, Bah oui. c'est à la maison. C'est roots. Voilà. Comme Ouais, on dit exactement. chez nous. Mais je peux plus manger ça. Hein. Bah, Sinon, je joue pas On se lève Eh plus 3 jours. alors, il faut ça, si, il faut le manger genre un repas de famille. Nous, c'est vrai que chez nous aussi, on appelle ça un peu les repas du pauvre. Bon, chez nous, on a aussi la paella et tout ça. Mes parents sont espagnols, donc on cuisine beaucoup à l'huile aussi, je vous avoue. Mais c'est vrai que pour nous, c'est ce qu'on appelle aussi les repas du pauvre. Et en général, ce genre de repas, comme on n'est pas avare, quand il y a à manger pour 8, il y en a pour 10. C'est vrai. Et c'est souvent pendant des repas de famille, comme je vous disais, avec des grandes tablées de gens contents et très heureux de se retrouver, où on peut parler de tout, comme vous disiez. Sauf qu'en général, quand même, on peut parler de tout. Il y a quelques sujets à éviter, quand même. Hein on évite en général pendant les repas de famille la politique, l'éducation, les mariages, ça peut poser des problèmes aussi, et l'argent. Du coup, il reste pas grand-chose, donc c'est le genre d'endroit où on picole beaucoup, parce qu'il reste que ça, de toute façon. C'est vrai. Et en général, sur ce genre de repas de famille, il y a tout le monde, hein, parents, beaux-parents, futurs ex-beaux-parents, grands-parents, vivants et morts. Oui. Frères et sœurs, cousins, cousines, vrais faux cousins. Et chez moi, famille mi-ch'ti, mi-catalane. Ah, Du sympa. coup, C'est un choc des cultures quand même. c'est un choc des cultures Ah et ouais. du coup, on invite même les cousins qui se sont mariés entre eux. Ah, ça bien. Ouais, c'est bon. Après, faites pas les choquer en Tunisie, vous connaissez ça quand même Non. aussi. Ah si. Bon alors Michel, j'ai envie de vous dire, il faut pas faire le choquer parce que vous allez jouer. Enfin, vous jouez actuellement à un mec quand même qui veut épouser une nana qui deviendra sa belle-fille et marier votre fille à un mec qui deviendra son beau-père. Grosso merdo. Alors tant mieux pour les auditeurs qui ont compris tout ça. Alors appelez ça un mariage si vous voulez. Moi j'appelle ça une partouze. Oh là là. Alors, on sait bien que la fin justifie les moyens, et l'avare interprété par Michel Boujna, ça ouvre l'appétit. On en a déjà l'eau à la bouche. Bon, Merci c'est beaucoup. très joli. Bravo, Jérém Rache. Et puis je rappelle, alors bien évidemment qu'on vous retrouve sur scène en ce moment avec votre spectacle Pourquoi pas à Paris, à la Divine Comédie. C'est ça. Il me semble que la première c'était il y a 3 semaines. 3 semaines maintenant, 2 semaines, 3 semaines, 3 semaines à la Divine Comédie tous les mardis à 19h30 jusqu'au 5 avril. On va venir vous voir, Avec bien grand sûr. plaisir, vous venez quand vous voulez. Merci Michel d'avoir aussi, été si vous avec voulez nous. venir, vous- Avec Et ben plaisir. voilà, on va tous venir ensemble vous voir et en attendant de vous retrouver sur scène, on vous retrouve avec votre chronique croquante en podcast sur le YouTube de Radio J et radioj.fr. Allez, vous restez encore avec nous sur Radio J. Dans un instant, on se retrouve avec Michel Boujna, mais tout de suite, c'est le journal sur Radio J.